Souvenez-vous, la première exposition impressionniste date de 1874 et provoque un scandale. Les critiques sont très dures vis-à-vis de ces artistes en marge de l'art classique. Paul Durand-Ruel joue un rôle mineur dans cette exposition, ne prétend qu'un seul tableau, au nom d'un collectionneur qui achètera d'ailleurs le célèbre tableau de Monet Impression Soleil Levant. Mais dès l'année suivante, des liens plus forts vont lier le galeriste aux impressionnistes. En mars 1875, Durand-Ruel est d'abord l'expert de la première vente impressionniste à l'hôtel Drouot. Puis, en 1876, il loue sa propre galerie pour la deuxième exposition de ses peintres. Il y croit dur comme fer. Mais hélas, malgré ses efforts, l'exposition se solde par un échec. Le public qualifie alors sa galerie de « maison de santé mentale ». Pour quelques années, en raison de la crise économique, Paul Durand-Ruel met alors un terme à son engagement en faveur de l'art contemporain. 1880. En France, l'activité de Paul Durand-Ruel semble redémarrer. Il organise alors, au printemps 1882, la 7e exposition impressionniste, qui, enfin, est saluée par la presse. Hélas, les conséquences du krach boursier et le développement de la concurrence mettent une fois de plus son activité en péril. Durand-Ruel est alors obligé de revoir les formes de son activité pour maintenir un fragile équilibre. À Paris, début 1883, il loue en plus un entresol, boulevard de la Madeleine, dans lequel il va multiplier les expositions consacrées à un seul artiste, ce qui était complètement nouveau à l'époque, et donnera des idées à beaucoup d'autres marchands par la suite. En même temps, il négocie des accords avec des marchands étrangers et fait circuler son stock à Londres de nouveau, mais aussi à Berlin ou à Rotterdam, et même jusqu'à Boston, aux grandes dames de Monet qui ne peut concevoir que l'Amérique soit un débouché pour sa peinture. Malgré ses activités effrénées, Durand-Ruel gagne peu d'argent, et il a de plus en plus de mal à honorer ses engagements vis-à-vis des peintres. Au milieu de la décennie, nombre d'artistes souhaitent reprendre leur indépendance, car ils ne veulent plus voir toute leur production bloquée chez un seul marchand. Que faire pour sortir à nouveau de ce mauvais pas ? Le salut viendra des États-Unis, et plus précisément de New York, où le galeriste s'est mis en relation avec l'American Art Association. Dans les locaux de cette association, il organise en avril 1886 une exposition de 300 œuvres impressionnistes. Il récidive en mai 1887 à la National Academy of Design. Les Américains suivent et achètent. Les bons résultats incitent Durand-Ruel à ouvrir une galerie sur la 5e avenue, où progressivement, il vendra à des collectionneurs toujours plus nombreux, les paysagistes de Barbizon et les impressionnistes. Deux Américaines auront un rôle essentiel dans cette réussite. Marie Cassatt et Louisine Havemeyer. La première est peintre, mais aussi conseillère de nombreux magnats de l'industrie d'outre-Atlantique. À ce titre, elle joue un rôle important de passeur de l'art moderne français aux États-Unis. Quant à Louisine Havemeyer, elle est l'une des plus fidèles clientes de Durand-Ruel. Elle lui acheta notamment une grande partie des œuvres de Manet qu'il conservait depuis 1872. Comme un symbole de ce commerce et de la diffusion de l'art français entre l'Ancien et le Nouveau Monde, Durand-Ruel fonde en 1891 une nouvelle revue, L'Art dans les deux mondes. Mais au début des années 1890, les relations de confiance et d'amitié qui étaient déjà houleuses depuis une dizaine d'années sont remises en cause par la plupart des impressionnistes. Seul Renoir continue de réserver sa production à celui qui les a tous tant aidés. Même s'ils acceptent d'exposer ponctuellement chez lui et dans les nombreuses expositions qu'il organise en Europe ou aux États-Unis, Pissarro et Sisley sont critiques vis-à-vis des méthodes de leur ancien marchand. Comment expliquer cette méfiance vis-à-vis de celui qui les a toujours soutenus ? En fait, Durand-Ruel a fait des émules et de nouveaux galeristes entrent sur le marché de l'art. Les peintres regardent ailleurs et font jouer la concurrence. Ils refusent d'accorder l'exclusivité à Paul Durand-Ruel. En revanche, les collectionneurs et les directeurs de musées lui font confiance et font prospérer ses entreprises. Au tournant du XXe siècle, Paul Durand-Ruel a 70 ans.
Sans se décourager, toujours curieux de la création contemporaine, il multiplie les expositions où il présente les œuvres de nouveaux peintres, de Paul Gauguin à Henri de Toulouse-Lautrec, de Pierre Bonnard à Édouard Vuillard. En 1911, il remet les destinées de ses galeries à ses 3 fils. Pendant 11 ans encore, jusqu'à sa mort le 5 février 1922, retiré dans son appartement du 35 rue de Rome, il vivra environné des œuvres des artistes qu'il avait aimés et défendus.